Salut à tous, c'est Jim et aujourd'hui je vous présente mon avis sur Spider-Man No Way Home. Pardonnez pour le t-shirt, mais j'ai plus eu l'impression de voir un Venom No Way Home, tellement il était présent dans le film, que Spider-Man No Way Home. Plus sérieusement, est-ce que Spider-Man No Way Home a répondu à nos attentes? Les fameuses attentes qu'on avait depuis quelques mois, depuis toutes les spéculations qu'on avait, à partir du fait qu'on pensait, est-ce qu'il y aurait les 3 Spider-Man? Est-ce qu'il y aurait un gros enjeu avec le multivers, vu qu'on savait qu'il y avait Doctor Strange dans le film? Beaucoup de questions d'enjeux étaient posées depuis quelques mois. Est-ce qu'il a répondu à nos attentes? Globalement, j'ai envie de dire oui. Spider-Man No Way Home a répondu à nos attentes, mais j'ai envie de rajouter d'un point de vue fanservice. C'est-à-dire que, effectivement, en termes de spéculation, beaucoup pensaient qu'il y aurait les 3 Spidey parce qu'il y avait l'annonce des 3 méchants. Ça paraissait cohérent. Effectivement, les 3 Spidey étaient là, ça c'est pas un souci. Et donc, il y a eu le côté nostalgie qui a pris beaucoup le dessus et qui a aidé, on va dire, à monter littéralement la hype du film. En outre, le scénario est pas forcément mauvais, je veux dire, on a vu pire, mais avec un niveau d'attente qui est, j'ai envie de dire, presque comparable à Endgame. Hein. Il a eu un niveau d'attente quand même, de hype autour de lui, de vraiment... Il y a eu des rumeurs, des théories, des analyses, mais pendant plus de 1 an autour de ce film, tellement il était attendu. Et au final, je suis ressorti du cinéma avec mon acolyte, avec qui j'y étais, un peu déçu. Je sais que lui l'a apprécié à son 2e visionnage. Moi, c'est pas le cas. J'ai été un peu déçu parce que moi, je suis quelqu'un qui est trop strict envers le jugement de certaines choses. Et là, pour le coup, c'est le cas. Il y a des petites incohérences que j'ai pas forcément aimées dans le film. Je vais prendre un exemple tout bête. Là, pour le coup, c'était mon acolyte avec qui j'ai vu la séance qui me l'a fait remarquer. Mais pour faire revenir l'acteur de Alfred Molina qui joue le Docteur Octopus, ils ont utilisé des effets spéciaux, donc de la CGI, pour le faire rajeunir. Et pour faire revenir le bouffon vert avec Willem Dafoe, donc qui était également mort dans Spider-Man 1 cette fois, ils l'ont fait revenir, mais ils ont conservé, on va dire, la vieillesse de l'acteur et n'ont pas rajeuni son visage. Donc là, c'est une incohérence qui n'est pas expliquée, donc on ne sait pas forcément pourquoi. D'autant plus que les personnages, quand ils se croisent, ils se reconnaissent, donc pourquoi il y en a un qui serait toujours jeune et l'autre qui aurait pris 20 ans, ça c'est pas logique. Si on veut faire abstraction de petits détails comme ça, c'est pas vraiment un gros souci, mais si on est vraiment pointilleux comme moi sur des petits détails, ça peut poser problème. Autre chose qui m'a tout particulièrement dérangé, et alors ça on en a parlé pendant la séance avec mon pote, c'est parce qu'on savait que les Spider-Man allaient arriver, il y a la façon dont ils sont arrivés. Je trouve que la façon dont ils sont arrivés n'est pas assez spectaculaire, n'est pas assez explosive. On les attend de pied ferme, on sait qu'ils vont arriver, mais on veut un truc que quand ils arrivent, la salle hurle. Et en fait non, parce qu'ils arrivent de manière complètement banale. Je vais prendre un exemple littéralement éclaté au sol, mais le Spider-Man de Tobey Maguire, il arrive en jean et en pull, les gars. Il arrive en jean et en pull, et ça c'est quand même triste. Donc on s'attend à un truc quand même un peu plus explosif. Au final on n'a pas ce truc explosif qui fait que oui, les gens sont ouf parce qu'il y a les 3 Spider-Man dans le même film. Oui, c'est ce qu'on attendait, oui, c'est spéculation, et oui, ça répond à nos attentes depuis des mois et depuis des mois. Mais enfin, si c'est ça là, qui vous fait hurler à la mort, bah, il vous en faut peu, littéralement, hein. Parce que moi ça m'a pas convaincu, j'ai été déçu. D'autant plus que là encore une fois j'en parlais avec mon pote, mais il n'y a pas eu la fameuse musique de Sam Raimi pour représenter, on va dire, le phénomène Spider-Man avec Tobey Maguire, la fameuse musique. Vous avez cru que c'est moi qui l'a chanté, hein? Pas du tout. Non mais voilà, cette musique qui est quand même épique. Enfin nous on l'attendait au virage, on se dit oh, ils vont la garder pour la fin, ils vont forcément la mettre et tout. Nada, niet que dalle. Elle y est pas. Donc je trouve que ils ont malheureusement beaucoup trop joué sur le côté fanservice. Ils se sont dit ça sert à rien de faire ça, il y a Spider-Man, ils vont être contents et terminés. J'ai un peu l'impression qu'ils nous ont pris pour des cons. Parce que tant en soi, si on prend l'enjeu scénaristique, mais j'ai envie de dire, c'est du fanservice total parce que littéralement, ça aurait pu être fait sans les 3 Spider-Man. Littéralement. Tom Holland aurait pu le faire tout seul. Le délire de je peux pas le faire tout seul, c'est pas vrai. Il aurait pu le faire tout seul parce que s'il aurait pas eu les autres Spider-Man avec lui, d'ailleurs il ne le savait pas, mais s'il aurait pas eu les autres Spider-Man avec lui, il aurait trouvé une autre façon de le faire qui aurait été beaucoup plus simple. C'était de les renvoyer et terminer. De les renvoyer dans leur univers et terminer. Je veux dire, il n'y aurait pas eu besoin. Voilà. Là, le fait qu'il veuille les sauver et tout, c'est parce qu'il se sentait aidé, accompagné et légitime de le faire. Maintenant, il sait que s'il aurait mis tout le monde en danger et qu'il aurait jamais eu la puissance de les vaincre tout seul, il aurait pris une autre décision. Ça, on le sait. Enfin, je veux dire, c'est logique. Donc, un peu déçu aussi de l'exploitation des personnages. Pour moi, Andrew Garfield avait un rôle, on le sait, secondaire en tant que Spider-Man, mais qui avait l'air pour moi d'être tout autant important, voire parfois sur certaines scènes plus,
que Tom Holland. Alors que Tobey Maguire, lui, à l'inverse, je l'ai trouvé mais complètement sur la touche. Je l'ai trouvé vraiment ici pour faire du fan service, je le redis encore parce que ça m'a posé problème. Je savais qu'il y en aurait, mais beaucoup trop. Il a été là pour littéralement faire du fan service et c'est tout. Il n'a pas fait du Spider-Man de Tobey Maguire. Je suis désolé, il n'a pas fait du Spider-Man. Et moi, ça, je suis désolé. Quand vous regardez Spider-Man 1, Spider-Man 2, Spider-Man 3, toutes les scènes avec Spider-Man, elles sont intenses, il y a la petite musique qui va bien, elles sont intenses. Il y a la petite musique qui va bien, elles sont intenses et elles nous apportent un petit frisson, un petit suspense, voilà, on est dedans. Là, on avait beau avoir les 3 Spider-Man réunis, il n'y avait même pas cette sensation-là, quoi. Donc je suis désolé, mais Spider-Man de Tobey Maguire, c'est littéralement mon préféré, et j'ai pas accroché, là j'ai vraiment une déception énorme sur ce personnage. Donc j'ai même envie de dire que lorsqu'on a les 3 Spider-Man, celui qui me paraît le plus être Spider-Man, c'est le Spider-Man de Andrew Garfield, littéralement. Donc ouais, je suis déçu à ce niveau-là. Après, pas que des mauvaises choses, hein. Le film était bon globalement, il se regarde et il se regarde très très bien même. Mais moi je parle surtout du négatif parce que pourquoi changer quelque chose s'il est positif, vous voyez? Donc vaut mieux parler des choses qui sont négatives à changer et à amener pour plus tard. Une chose qui est très très bonne dans le film par exemple, ça va être la maturité, l'évolution de la maturité de Peter Parker, de Tom Holland. Pourquoi? Parce que dans le film, comme vous le savez, il y a Tante May qui meurt et à la fin il demande à Doctor Strange pour réparer ses erreurs que tout le monde l'oublie, y compris Doctor Strange, les Avengers, tout le monde. Le monde entier va oublier qui est Spider-Man et le monde entier va oublier qui est Peter Parker. Il va se retrouver seul au monde, littéralement. Voilà, vraiment seul au monde. Plus personne ne sait qui il est, ni en tant que Peter Parker, ni en tant que Tom Holland. Et là, on voit un grandissement dans la maturité du personnage puisqu'il accepte de faire ce sacrifice énorme, de perdre ses amis, de perdre le peu de proches qui lui restent au final, juste pour ne pas les mettre en danger et pour être le héros qui va devenir en fait par la suite. Donc ça, c'est une maturité qui va apparaître dans les prochains films parce qu'on sait qu'il va revenir plus tard dans le MCU pour 3 prochains films. Et du coup, je pense que ça va littéralement changer l'attitude du personnage et du coup l'atmosphère du film dans lequel on va retrouver Tom Holland. À côté de ça, il y a un problème où j'ai du mal avec Marvel, c'est le dosage de l'humour. Le dosage de l'humour, quand il est bien amené sur un terrain, il est cool, il est très très bien. Maintenant, quand il est exploité de manière un petit peu, vas-y on le met parce qu'on est Marvel, on a l'habitude de le faire, mais dans une situation où ça n'a rien à foutre là, moi ça me pose problème. Là où ça me pose problème le plus souvent, c'est quand on a le temps de balancer une petite punch d'humour comme ça, histoire de rigoler, une petite vanne, alors que littéralement on a un proche ou deux qui est sur le point de mourir. À côté. Voilà, ça se passe très souvent dans Marvel. J'ai plein d'exemples en tête, mais là le premier qui me vient c'est dans Shang-Chi. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, attention, petit spoiler, je mettrai un timecode pour la fin du spoiler. Mais dans Shang-Chi, pour ceux qui l'ont vu, quand ils se battent dans le bus est littéralement en train de descendre la rue de San Francisco, vous savez la rue qui est en pic comme ça, ils descendent, il y a personne au volant, il y en a un qui dit va conduire, et puis t'as le gars là, le geek qui est en train de filmer, qui dit non, on m'a toujours dit que je savais pas conduire, nanana. Alors moi c'est ce type d'humour que je déteste chez Marvel, et là il y en avait un petit peu, alors, de manière très légère hein, dans Spider-Man No Way Home, très très légère, mais il y en avait, et moi ce genre d'humour ça m'énerve. La disparition de Tante May. Alors pourquoi la disparition de Tante May? Je veux qu'on en reparle. Il faut qu'il y ait un mort dans l'univers de Spider-Man, un de ses proches, pour que le personnage grandisse. Dans Spider-Man de Sam Raimi, on voit très bien avec Tobey Maguire, c'est à la mort de son oncle Ben qu'il devient vraiment Spider-Man et qui va vraiment, le personnage va évoluer. Spider-Man de Andrew Garfield, là on sait que lui c'est quand il perd Gwen qui va littéralement évoluer par la suite. Malheureusement on n'aura pas de suite, mais on sait qu'il évoluera par la suite après la perte de Gwen. Et là il fallait donc que le Spider-Man de Tom Holland perde quelqu'un qui lui est cher pour avoir cette évolution. On peut pas dire que Tony Stark lui était cher, il lui était cher en tant que mentor, mais pas en tant que proche, vous voyez ce que je veux dire? Même si en soi ça se rejoint un petit peu, mais je veux dire, il n'a pas grandi avec, il l'a pas élevé, ouais, il l'a connu de manière très brève pendant, on va dire, son entraînement dans les Avengers, mais en soi c'était pas vraiment un proche, alors que là, Tante May, ça va beaucoup plus l'impacter, vous voyez? Même si ça aurait été Mary Jane, même si ça aurait été Ned, ça l'aurait beaucoup plus impacté. C'est pour ça que la mort de Tante May a un impact vraiment négatif et positif sur Peter Parker. Négatif parce qu'il a perdu quelque chose et de très cher et il veut plus que ça arrive, et du coup positif parce que pour contrer cette négativité, il va grandir, il va devenir plus mature et on va plus avoir le Spider-Man qui fait des vannes à tout bout de champ et qui prend des sacrifices bêtes juste par sa propre personne et tout. On va peut-être avoir affaire à un Spider-Man beaucoup plus grandi et ça je pense que ça laisse présager de bonnes choses pour la suite du MCU. Parlons un peu maintenant des méchants. Les méchants ils y sont, on va dire, pratiquement tous, et ça c'est, je vais dire, le problème du trailer. Le trailer, littéralement, il dévoile absolument tous les méchants. Il n'y en a pas un autre. Je veux dire, quand on arrive dans la salle, on sait qu'il y a tout cela. On se dit, attends, on va peut-être avoir un Scorpion qui va traîner quelque part, un Rhino, un Choker, un Vautour, un Venom, hein, pourquoi pas, comme je l'ai dit, il est très apparent dans le film. On va peut-être avoir un truc. Que dalle. On a que les méchants qu'on voit dans le trailer. Et du coup, pour moi, le trailer est une erreur monumentale, puisqu'il en dévoile, mais absolument beaucoup trop. Le trailer, je vais être totalement honnête, hein, mais pour moi, j'ai eu plus de frissons en regardant le trailer qu'en étant dans le film. Parce qu'en étant dans le trailer, je me dis, oh là 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 là, putain, on s'attend pas à ce qu'on va voir.
Et au final, on regarde le film et on s'y attend tellement parce qu'en fait, il n'y a même pas de chute. Dans Avengers Endgame Infinity War, quand on a vu les trailers, on s'est dit oh là là, ça va être ouf. Mais les films, ils étaient pas ouf, ils étaient dingues, ils étaient insane. Là, on a vu le truc, surtout qu'il y avait énormément d'attentes. Il y avait des spéculations de ouf sur Spider-Man No Way Home. Donc on s'est dit oh là là, on va voir le trailer, ça va être dingue. Et en fait, non, il n'y a rien. Je veux dire, les personnages, je parle des méchants, sont pour moi très mal exploité. Mon collègue me l'a fait remarquer, avec qui j'ai été au cinéma beaucoup de fois, et ça va rejoindre ce que je disais sur le ton de l'humour, mais trop de fois dans le film, ils font passer Dr Octopus pour un débile, alors que dans Spider-Man 2, il est loin d'être débile. Le mec, c'est un cerveau, c'est un des plus grands scientifiques de New York, et c'est un des méchants de Spider-Man les plus charismatiques à ce jour. Pour moi, c'est lui et le bouffon vert, donc littéralement, il n'y en a pas d'autres. Mais c'est un des méchants les plus charismatiques, et là ils le font passer pour un débile mental, littéralement quoi. Un débile mental mélangé un petit peu avec un guignol de service pour faire du tiens je vais calmer l'atmosphère parce que c'est un peu tendax quoi. Voilà, donc l'exploitation même d'Alfred Molina, je la trouve éclatée au sol, et c'est très dommage. Willem Dafoe qui est assez convaincant, bon, on n'explique toujours pas comme je disais avant son vieillissement, mais ça peut aller, il est toujours convaincant, son rôle de bouffon vert lui va toujours à ravir, donc il n'y a pas de souci. Electro, on comprend, ils expliquent un petit peu son changement de look, donc ça passe. L'homme sable, bonne référence, j'étais choqué qu'ils mettent pas le personnage, et en réalité ils l'ont mis à la fin, donc ils ont voulu garder ça pour la fin, donc bonne petite référence. Donc l'homme sable, je suis pas non plus choqué du traitement en soi, parce que bon, il parle pas énormément, et voilà, quand il agit, il suit un petit peu les autres. Mais c'est vrai que là où je suis plus déçu, ça va être le lézard, qu'on voit presque pas au final, qui est en termes de comportement similaire à The Amazing Spider-Man, mais voilà, qui va franchement faire plus l'effet bulle, c'est-à-dire l'effet de ouais, je suis là, je sais que je suis là, mais on s'en servira quand il sera là. Non, je pense que surtout le traitement du Dr Octopus était un petit peu abusé, et moi ça m'a un petit peu déplu. Parlons maintenant du combat final entre les 3 Spider-Man et tous les vilains. Tu ne me prendras pas mon pouvoir. Peter, tu es tiraillé. Tu veux être tout à la fois. Ce combat, il est claqué au sol. Désolé, si ça vous a convaincu et que vous avez dit que c'était le moment le plus magique de votre vie au cinéma, n'allez plus au cinéma. Enfin, je veux dire, il vous en faut peu. Mais ça a été quoi quand vous avez été voir Endgame à la fin, le combat final avec tous les Avengers et toute l'armée à Thanos? Non, parce que littéralement, là, c'était de la merde. Voilà, ils se sont échangés des bribes là pour sauver les méchants, et terminé, ça s'arrêtait là. Il n'y a même pas eu de pure fight, comme dans le Spider-Man 1 avec Sam Raimi où le costume il est déchiré. Il n'y a même pas eu, comme dans The Amazing Spider-Man, où on voit qu'à un moment il est blessé, il est obligé de se soigner pour continuer de se battre avec sa propre toile. Voilà, le seul qui est blessé, c'est Tom Holland, et il est blessé par rapport à un combat d'avant. Il est même pas blessé par rapport au combat final, il est blessé par rapport à des blessures d'avant. Donc le combat final, il est un petit peu éclaté au sol, j'ai envie de dire. Il est même pas représentatif d'un combat spectaculaire qu'on pourrait avoir au cinéma, surtout à cette envergure en termes d'avancée dans le MCU, et surtout de hype et de budget que peuvent avoir Sony et Marvel. Donc là c'est pareil, grosse déception au niveau du combat final. Pour finir, on va parler des scènes post-crédit. Donc je vais parler surtout de la première, parce que la deuxième, littéralement, c'est un trailer de Doctor Strange Multiverse of Madness. Littéralement c'est ça, on peut pas dire mieux, on peut pas dire plus. Il y a un petit détail dedans qui va changer, mais beaucoup d'autres personnes vont en parler avant moi et surtout mieux que moi, donc je les laisserai faire. Par contre, la scène post-crédit 1, on voit Venom, j'ai menti, il est dans le film, on le voit. Voilà, excusez-moi, je vous ai menti sur ce passage, on le voit. Il est dans le film pendant 5 secondes. Non, ce qu'on voit, c'est à la suite de Venom Let There Be Carnage, pour ceux qui ont regardé. Et on voit Venom, donc, qui parle à un barman, pourquoi son univers est différent, eux ils ont eu Thanos, pas nous, machin, enfin bref, ils discutent. Et là, il va être transporté, il va être ramené comme tous les autres méchants avec Doctor Strange dans son propre univers. Mais en partant, le symbiote Venom, donc le symbiote noir, laisse un bout de lui, enfin perd un bout de lui dans l'univers de Spider-Man de Tom Holland. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Sony et Marvel se sont mis d'accord pour exploiter un Venom chacun dans leur franchise, donc à savoir Sony et le MCU. En tout cas, moi je le vois comme ça. Ça veut dire que Sony va pouvoir continuer de développer leur Venom avec Tom Hardy de leur côté, mais en même temps, ils vont laisser la possibilité expliquée pour le coup au MCU d'exploiter un nouveau Venom avec ce fameux bout de symbiote qui, on le sait, par la suite va évoluer, va devenir un Venom à tous les coups, mais comme ça, et n'auront pas besoin à chaque fois de prendre le Venom de Tom Hardy, et ça peut faire que les deux franchises peuvent exploiter un Venom différent, voilà, un qui sera dans l'univers de Sony et un qui sera dans l'univers de Spider-Man, enfin du MCU, et du coup ils pourront exploiter. Moi je le vois comme ça, donc ça permet en quelque sorte un Venom dans les deux franchises. Pour moi je vois ça comme ça. Mais maintenant, si c'est ça qui se passe, eh ben, c'est hyper problématique, parce que dans le trailer de Morbius, on a Michael Keaton, le vautour qu'il y a dans Spider-Man No Way Home, ou Homecoming pardon, et
donc qui est dans le MCU vu que c'est le Spider-Man de Tom Holland. Donc pourquoi lui, il serait dans le Spider-Man de Tom Holland et interviendrait également dans Morbius qui est un film Sony. Vous voyez ce que je veux dire? Et là ça pose problème parce que dans le trailer de Morbius, il y a une référence directe à Venom. Hein. Il y a une différence directe à Venom de San Francisco, de Tom Hardy. Si Morbius, le film avec Jared Leto, a une connexion avec donc le vautour de Michael Keaton qui est dans l'univers du MCU et une connexion avec Venom qui est à San Francisco, ça veut dire que soit Morbius a le pouvoir, on va dire, intermultiversel de changer d'univers, chose que je ne pense pas, soit y a un truc que j'ai pas compris. Voilà. En tous les cas, on verra ça par la suite avec le MCU. J'espère que la critique vous a fait plaisir et on se dit à la prochaine. Ciao.